Bonjour ou bonsoir, merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans ce regard porté sur les faits marquants de la semaine qui finit. Cette semaine qui s'en va, mesdames et messieurs, a marqué la première semaine de 2017 et le président de la République, dans son adresse à la nation, s'est engagé à œuvrer davantage pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Professeur Alpha Condé n'a pas manqué aussi de féliciter la classe politique du pays pour son implication dans la décrispation du climat politique guinéen. C'est un décryptage de Mamadou Alphaba. C'est après 6 ans à la tête du pays que le chef de l'État réitère sa sollicitation au soutien du peuple pour mener à bien ses projets. Parmi ces projets figurent l'amélioration des conditions de vie des citoyens et l'instauration d'un État de droit. Fort de votre soutien, je m'engage de manière résolue à poursuivre les actions visant à améliorer les conditions de vie de nos populations et à renforcer l'unité nationale. Cet objectif va de pair avec le souci de mettre la Guinée sur le chemin de l'état de droit, de la démocratie et de la paix. L'année 2016 a été marquée aussi par la signature de l'accord du 5e dialogue interguinéen. Cet accord a retenu l'attention du président de la République. Alpha Condé appelle ainsi ses compatriotes au respect des principes démocratiques. Je tiens tout précisément à féliciter la classe politique pour son sens élevé de l'intérêt national qu'elle a manifesté tout au long du dialogue politique, parachevé par un accord signé le 12 octobre 2016. Ce nouveau climat politique permettra aussi, j'en suis convaincu, d'organiser dans la confiance et la sérénité les prochaines élections locales. La paix, l'unité nationale et la promotion des valeurs démocratiques m'ont toujours habité. J'en appelle à tous les Guinéens d'en être aussi les plus fervents défenseurs. Le chef de l'État s'est dit conscient du nouveau mandat que le peuple vient de lui confier. Il déclara à cet effet que les réformes se poursuivent. Il y a un an, le peuple souverain manœuvrait sa confiance pour un nouveau mandat, avec pour mission prioritaire de créer toutes les conditions économiques et sociales indispensables à l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Je n'ai pas perdu de vue cette responsabilité et les changements profonds auxquels aspire notre peuple. J'ai instruit à cet effet le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires. Mes chers compatriotes, mon gouvernement poursuit les réformes économiques et l'assainissement des finances publiques qui ont contribué à la normalisation de nos relations avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI. Avec le Fonds monétaire, nous avons conclu le 28 octobre 2016 la 8e et dernière revue du programme économique par un accord au titre de la facilité élargie de crédit pour la première fois dans l'histoire économique de notre pays. Nos efforts s'attellent aussi à la reconnaissance de l'économie rurale et d'une manière générale au soutien au monde agricole. A rappelé que le président Alpha Condé a gracié en cette fin d'année une centaine de condamnés. Parmi ces graciés, aucun détenu politique, même pas la dame Fatou Badiar et Aoubé. Du côté de l'opposition républicaine, à l'occasion des fêtes de fin d'année, le chef de file a dépeint une situation teintée de difficultés pour les citoyens guinéens. Mais tout de même, Elhadj Cellou Dalein Diallo a affirmé que l'espoir est permis et que son combat politique reste maintenu. Soirée Boubacar. Les souvenirs du chef de file de l'opposition de l'année qui vient de s'écouler sur le plan politique sont peu reluisants. Chers compatriotes, l'état calamité de nos infrastructures, notamment les hôpitaux, les universités et les routes, est la conséquence de la corruption qui a caractérisé notre État. En effet, la corruption détourne les ressources publiques de leur affectation au profit d'un clan qu'elle enrichit injustement. Par voie de conséquence, elle aggrave l'appauvrissement de la population et retarde le développement du pays. C'est pourquoi, fidèle à mes convictions et soucieux de l'avènement d'un État plus juste, je n'ai cessé de dénoncer les transactions douteuses avec les multinationales intervenant dans nos mines et la violation récurrente des règles de passation des marchés publics. Une situation qui explique, selon Cellou Dalein Diallo, le désespoir de la jeunesse guinéenne qui, pour la plupart, sont tentés par le chemin d'exil. Autre point abordé au cours de cette allocution, l'épineuse question du 3e mandat. Aucune polémique ne doit nous détourner de l'essentiel, même pas celle relative à un hypothétique 3e mandat. En effet, pendant que le panier de la ménagère se fait de plus en plus vide, les hôpitaux se délabrent, l'école se meurt, les services publics pataugent, le chômage galope, la machine administrative se grippe. Les Guinéens ont d'autres préoccupations que celle d'entretenir des débats sur un 3e mandat. Malgré tout cela,
El Hadj Cellou Dalein Diallo dit être plus déterminé à atteindre ses ambitions politiques. À la fierté que je ressens d'appartenir au peuple de Guinée, vient s'arrimer ma volonté farouche de poursuivre le combat sans relâche, avec la détermination de ceux et celles qui, même dans les moments de doute, ne renoncent pas et ne cessent d'y croire. En outre, Cellou Dalein Diallo a eu un penchant pour la famille médiatique guinéenne, particulièrement Amadou Diallo qui a perdu la vie dans l'exercice de son métier, mais aussi à Chérif Diallo porté disparu depuis plus d'1 an maintenant. Les travaux de la session budgétaire ont pris fin cette semaine à l'hémicycle. Des activités qui ont permis aux députés de se pencher sur un certain nombre de textes législatifs axés sur la loi de la gouvernance financière, la convention de l'OIT sur le travail décent pour les employés domestiques, les lois électorales et le règlement intérieur. Cependant, la cérémonie de clôture a connu également l'absence des députés de l'Alliance des libéraux démocrates qui ont boudé la salle pour, disent-ils, non-respect des procédures. Omar Sow nous en dit plus. Après plus de 90 jours de travaux intenses, les députés ont bouclé les travaux consacrés à l'examen et à l'adoption de la loi des finances initiale 2017. Des résultats probants qui ont été obtenus selon le président de l'Assemblée nationale grâce à une collaboration de la ministre des Finances et celui du budget. Des efforts qui se traduisent par l'adoption par les parlementaires d'une augmentation des recettes au niveau de l'administration publique, mais aussi d'une allocation de budget au gouvernement tenant compte des priorités sectorielles. Si on est parvenu à ces résultats, c'est tout simplement parce que les deux partis ont, pour la première fois, accepté de s'asseoir autour de la table afin d'identifier, pour discuter des obstacles et reconnaître les pratiques du passé, que les pratiques du passé étaient très nuisibles au bon déroulement des travaux d'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2017. Au cours de cette session, plusieurs textes et conventions ont été ratifiés par les mandats du peuple. Malgré cela, le groupe parlementaire des libéraux démocrates a quitté la salle pour, dit-il, le non-respect de la procédure liée au calendrier. Nous sommes venus pour la clôture. Nous ne sommes pas venus pour voter les codes. Deuxièmement, il faut qu'on accepte de respecter notre propre institution. La session budgétaire, c'est pour 90 jours, pas plus. Tout au plus 90 jours. Aujourd'hui, ça fait à peu près 92 jours. Tout ce que nous allons voter aujourd'hui, au vu de la loi, est illégal. Donc, nous ne comprenons pas. Ou c'est la clôture, nous restons pour la clôture, ou c'est pour venir voter les conventions, nous ne nous sentons pas concernés, monsieur le Président. Malgré ce retrait des libéraux démocrates de la salle, les travaux se sont poursuivis et certains députés se réjouissent des prouesses réalisées lors de ces plénières. C'est une session dont j'ai été très satisfait et malheureusement on a dû clôturer ça sur une note de colère de l'opposition. Apparemment il y a eu mal donne parce qu'en principe aujourd'hui il était prévu que nous planchions sur les deux conventions sur lesquelles on a travaillé avant la clôture elle-même. Il y a eu mal donne, mais je pense qu'à cela ne tienne. La session a été positive dans son ensemble et je souhaite que cela continue ainsi. L'Assemblée nationale entend désormais se pencher sur le code électoral et celui des collectivités décentralisées pour amendement. Un travail que la commission des lois entend adopter lors de la prochaine session qui sera convoquée dans le deuxième semestre du mois de février prochain. Justement, Omar Sow, le budget alloué pour l'exercice 2017 s'élève à plus de 15 000 milliards de francs guinéens. Un montant qui, au dire du Premier ministre, va servir à son gouvernement dans l'exercice de la politique sectorielle. On écoute Mamadi Youla au micro de Omar Sow. Nous avons un budget qui a été voté, qui est aujourd'hui adopté et qui va être mis en œuvre à partir du début de cette année. Donc nous disposons d'un outil, le gouvernement dispose d'un outil pour mettre en œuvre la politique économique et sociale du pays. Nous pouvons nous réjouir du fait que cela se soit passé dans des conditions qui viennent d'être décrites par le président de l'Assemblée dans son intervention. Et nous saluons bien entendu
l'implication de toutes les parties, à commencer par les honorables députés qui ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement pour arriver à ce résultat. Voilà. Du coup, il faut le dire, les leaders de l'opposition républicaine étaient en conclave jeudi au quartier général de l'UFDG pour faire le point de l'application du contenu de l'accord politique du 12 octobre 2016. Ce après l'échec du vote du nouveau code électoral lors de la session budgétaire dont les travaux ont été bouclés mercredi. À cet effet, sous l'égide du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, ces leaders décident de suspendre leur participation à tout dialogue et vont bientôt annoncer les mesures lors d'une conférence de presse. Aboubakar Silla est au micro de Moussa Sefa Kamara. Nous suspendons notre participation au comité de suivi et nous donnerons plus de précisions après une plus large concertation le mardi lors de la conférence de presse. Donc nous n'accepterons pas que cette situation se perpétue. Tous les pays autour de la Guinée ont déjà fait au moins une fois, sinon deux fois, leur cycle d'élection. La Guinée jusqu'à présent en est à des atermoiements, à des faux fuyants lorsqu'il s'agit d'organiser des élections. Le professeur Alpha Condé ne se résigne à organiser une élection qui arrive à échéance qu'après des manifestations, qu'après des dizaines de morts, qu'après une situation pratiquement insurrectionnelle dans le pays. Donc nous disons également que tout ce que nous faisons en tant qu'opposition, nous le faisons surtout et d'abord pour vous, les citoyens. Lorsque les élections se tiennent à date, c'est à l'avantage de tous les citoyens. Lorsque la gouvernance politique, économique et sociale, elle s'améliore, c'est à l'avantage de tous les citoyens. Donc le combat que nous menons, ce n'est pas un combat en notre faveur. C'est un combat en faveur du peuple guinéen, en fonction des jeunes que vous êtes, en fonction de la société civile, en fonction de toutes les composantes de la société guinéenne. Culture à présent, les mystères de la conscience et le secret de la réussite. C'est le titre du livre du mathématicien, philosophe et écrivain guinéen Aboubakar Sow. Dans sa présentation devant les hommes de médias vendredi à Conakry, l'auteur a affirmé que son pays est toujours à la recherche du bon chemin depuis son indépendance en 1958. Le point avec Mamadou Alphaba. Après avoir étudié plusieurs œuvres philosophiques et mathématiciens de son état, Aboubakar Sow a tenté lui aussi d'expliquer certaines réalités de ce monde. Après avoir constaté l'existence de certains mots dans notre monde, dont souffre notre monde, mots tels que le divorce entre la science et la religion, la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, et j'ai constaté que les philosophes ont été corrompus par l'idéologie. Au lieu d'aller vers la recherche de la vérité, ils sont devenus des colporteurs d'intérêt. C'est après avoir étudié tous ces philosophes, j'ai compris que l'approche mathématique serait plus intéressant d'utiliser ce formalisme logico-mathématique pour expliquer ce monde. Ce livre de 215 pages est disponible sur YouTube dans plusieurs langues nationales et étrangères, une manière de rendre accessible son œuvre. Il a été fait d'abord en anglais en 2001, en français en 2008. Comme il paraissait difficile pour les gens à lire, à comprendre, j'ai fait un autre support en PowerPoint de 2h15 pour expliquer plus de détails, le livre en détail. Maintenant, j'ai fait l'application de cette loi que j'ai trouvée, qu'on appelle loi de la triade, à la réalité guinéenne. Et maintenant, cette application est sur YouTube. Vous pouvez aller à YouTube, taper les mystères de la conscience en malinké, les mystères de la conscience en soussou, en poulard, et les mystères de la conscience et le secret de la réussite pour la version française. Donc ces versions sont là, elles sont disponibles et elles sont free, elles sont gratuites. Dans cet ouvrage, l'écrivain a retracé le parcours sociopolitique de la République de Guinée depuis le temps colonial. Et l'auteur s'inquiète de l'avenir du pays. J'ai expliqué d'abord où est la Guinée depuis l'indépendance. Avant même l'indépendance, elle a connu ce que j'ai appelé la pure colonisation. Avec la première république, elle a connu la dictature locale. Ensuite, elle est allée à la corruption avec la seconde. Et depuis lors, elle se cherche. Depuis 2008, elle se cherche. Les uns veulent l'envoyer à la volonté positive, la société de volonté positive, qui est la première forme de société pour que la Guinée évolue positivement. D'autres veulent la maintenir dans la corruption. Le troisième groupe veut la retourner dans la néocolonisation ou dans la dictature locale. Et le quatrième, vers la fin, ici, elle continue là, dans le long terme, elle tombera dans le chaos. Il faut reconnaître que la Guinée est dans l'éternel retour au point de départ. Chaque fois nous tentons, nous revenons encore, c'est la transition, nous tentons, nous revenons. Et là, je m'en prends à nous les intellectuels civils, y compris moi, qui n'avons jamais
été à la hauteur des attentes de notre peuple. Pour changer la donne, il faudra une réelle volonté politique, a conclu Dr Aboubakar Sow. Il faut un courage herculéen des dirigeants. Le premier comité de pilotage du projet Twin 2H a eu vendredi une entrevue avec des cadres du ministère de la Santé dans l'enceinte du département. Objectif, échanger sur les acquis de Twin 2H en Guinée, mais surtout discuter de l'applicabilité de l'hygiène hospitalière. Aïssata Foufana. Dans les hôpitaux et structures sanitaires du pays, l'on constate souvent que des malades, des personnels de soins et visiteurs sont tous exposés au risque de transmission d'agents pathogènes dus à l'hygiène hospitalière. C'est pour donc prévenir ces risques d'infection que Expertise France a initié un projet appelé Twin 2H. C'est un projet qui est né suite à la crise Ebola en 2015 sur demande des ministères de la Santé de la Guinée, également du Liberia et du ministère des Affaires étrangères, suite au constat fait que les structures de santé et les hôpitaux principalement avaient été fortement fragilisés par la crise Ebola, que les personnels soignants étaient en première ligne, à la fois victimes et également vecteurs de transmission du virus, et qu'il fallait faire un travail d'abord sur une phase d'urgence pour améliorer les conditions d'hygiène et ensuite sur une phase de déploiement du projet. À ce jour, ce projet appuie 11 sites hospitaliers de la Guinée et prévoit également des renforcements de capacité des hygiénistes. Pour le conseiller régional de coopération en santé de l'ambassade de France, chacun doit prendre des précautions. L'hygiène hospitalière, on sait, c'est quelque chose de continu. C'est pas aujourd'hui qu'on le découvre et c'est pas demain qu'on va le résoudre, parce que c'est en continu l'effort qu'il faut faire à tous les niveaux. On a dit, ça commence par les techniciens de surface, ça va aussi jusqu'aux chirurgiens qui doivent faire les préventions des infections, mais c'est aussi aux usagers qui doivent avoir des comportements au niveau de l'hôpital. Ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Une initiative salvatrice pour le directeur adjoint des établissements hospitaliers du pays. Personnellement, je m'en réjouis parce qu'un projet qui s'intitule Projet Twin pour l'hygiène hospitalière dans nos structures est un projet à suivre. Comme tout le monde le sait, on vient récupérer la lettre. On veut donc l'hôpital est le nid. Sur la base de quelques résultats obtenus, le projet Twin 2H sera prolongé jusqu'en 2018 afin de sensibiliser davantage les acteurs de la santé sur la place du métier d'hygiéniste dans ce domaine. L'ex-ministre d'État des Affaires étrangères sénégalais et candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine était ces derniers jours à Conakry. Objectif, mener sa campagne auprès des autorités guinéennes afin d'obtenir leur soutien à la candidature. Soari Bakar pour plus d'explications. Candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, le professeur Abdoulaye Bathily a entamé une tournée dans la sous-région ouest africaine. Depuis le 4 janvier dernier, cet ancien ministre et diplomate onisien séjournait en Guinée. Ceci, dans le but de présenter son programme et demander le soutien de sa candidature par les autorités de Conakry. Sûr de son expérience dans les rouages diplomatiques, professeur Bathily croit être le candidat idéal à ce poste. Mon engagement aujourd'hui pour être candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine, ce n'est pas quelque chose de circonstanciel, de fortuit, pour servir une cause spécifique, personnelle ou d'un pays. Je suis citoyen du continent africain, je crois en ce continent, à son avenir, et je voudrais mettre mon expérience au service de notre continent et des peuples d'Afrique en cette phase particulièrement complexe de l'histoire que nous traversons. Au cours de cet entretien avec la presse nationale, professeur Abdoulaye Bathily a étalé son vaste programme pour le continent. Parmi ses ambitions figure en bonne place la réaffirmation du leadership de l'Union dans toutes les affaires internationales, mais aussi et surtout favoriser un climat propice à l'investissement sur le continent pour éviter la fuite massive des cerveaux. Tant qu'il n'y aura pas une industrialisation visant à la transformation de ces matières premières pour créer des emplois durables pour la jeunesse qui par désespoir, par milliers, traversent le Sahara, prennent les pirogues
Et la Méditerranée est devenue aujourd'hui un vaste cimetière pour la jeunesse africaine. C'est un défi énorme pour notre continent. Pour faire face à ce défi, il faut l'intégration économique. Il faut, au-delà de l'intégration économique, la transformation économique du continent. Après l'étape de Conakry, le professeur Abdoulaye Bathily posera ses valises à Abidjan, la capitale ivoirienne, pour faire part de sa candidature dans ce pays. L'Assemblée générale introductive 2017 de la GCI Conakry Trésor vient de se tenir dans la capitale guinéenne. Cette cérémonie d'intronisation placée sous le signe de citoyenneté au service de la communauté a permis au président sortant de passer la main à la nouvelle présidente. Tigui Dankeba promet des innovations pendant sa mandature. Saloum Kondé pour plus d'explications. L'hymne national, symbole de la fierté, c'est par ce chant emblématique que cette cérémonie d'intronisation a commencé. Dans la salle, on pouvait apercevoir sous les affiches la photo d'une présidente souriante et la même joie se lisait sur le visage de Tigui Dankeba. C'est elle qui a été plébiscitée cette année par la totalité des membres de la GCI Conakry Trésor en remplacement de Mamoudou Sylla qui est à la fin de son mandat. Après avoir donné l'opportunité aux membres d'évaluer son mandat, ce dernier a demandé de soutenir la présidente entrante. Je ne peux pas m'auto-évaluer. Les membres de la Jeune Chambre aujourd'hui sont là pour juger de notre bilan. La 8e année de notre vaillante organisation sera piloté par notre cher ami Batigui Danké. Batigui Danké, c'est une dame brave. Donc comprenez qu'on doit tous soutenir cette brave dame. Elle est dynamique, dévouée. Mais comprenez que c'est un être humain. Donc naturellement, elle aura des faiblesses. C'est à nous de l'épauler afin de pouvoir relever ces grands défis. Sous les ovations du public, la présidente entrante s'est prêtée à son allocution. Tigui Dankeba promet désormais l'innovation et l'engagement citoyen pour relever les multiples défis de la jeunesse guinéenne. Cette nouvelle année marque notre organisation locale membre 8 ans d'existence, marquée par de nombreux impacts depuis sa création. Le mandat de cette année sera fortement tourné vers l'innovation et l'engagement citoyen pour une meilleure planification de l'organisation pour les années à venir. Un retour aux sources qui nous renvoie vers les past présidents de notre organisation GCI Conakry Trésor nous permettra de réussir les objectifs assignés. Chers amis de la GCI, la jeunesse guinéenne est confrontée à multiples défis dus à un manque de repères, d'emploi et de civisme. Autre figure de marque, le président national de la Jeune Chambre internationale 2017, Lamine Souma, a invité tous les membres de ces réseaux à harmoniser les efforts pour l'atteinte des objectifs. Donc il faudrait que cette année, qu'on se donne la main, que nous travaillons en harmonie. Que les locales sachent qu'il y a le bureau national, nous sommes là pour vous. Tous ceux dont vous avez besoin, référez-vous à vos vice-présidents de zone qui sont là. Il y a un autre point sur lequel on va travailler cette année, c'est le renforcement des capacités de nos membres. Nos membres manquent de formation, que ce soit au niveau national, au niveau local. Donc on va mettre l'accent cette année sur la formation. Pour le président national de la GCI 2017, la spécialité cette année, c'est un mandat qui est placé sous le signe de la femme, car c'est une femme qui est venue à la tête de cette structure à l'international. L'inspiration vient de la fiction. Le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football compte renforcer la dynamique pour cette année 2017. La structure entend atteindre le principal objectif qu'elle s'assigne, à savoir l'organisation des élections à la tête de la Fédération guinéenne de football. Une façon pour elle de mettre fin à la crise qui secoue l'instance dirigeante du football guinéen depuis quelques mois. Saalou Yambounon, explication. L'année 2016 aura été l'une des époques, pour ne pas dire l'époque la plus sombre de l'histoire de la Fédération guinéenne de football. L'institution s'est vue s'écouiller par une crise qui ne dit pas son nom et les conséquences n'ont pas tardé à se faire ressentir. Ça a influencé sur toutes les demandes de football, ça a influencé même sur toutes les structures. La preuve est que chaque élément, chaque acteur de football aujourd'hui a une sensibilité par rapport à cette crise. Donc ça, c'est ce qui n'a pas marché et ça a joué sur tout ce qui pouvait
être atteint comme objectif. Pour résoudre ce conflit, une mission de la Confédération africaine de football a été dépêchée à Conakry et un comité de normalisation mis en place. Le dit comité s'est aussitôt mis en œuvre. À notre installation, nous avons d'abord pu faire redémarrer le football. Le football qui était à l'arrêt a été redémarré. Et puis avec l'appui de toute la famille sportive, nous avons pu élaborer aujourd'hui et doter notre football une loi et un texte juridique qui le régit désormais à l'instar de tous les pays en avance dans le domaine du football. Voilà, donc ça c'est la chose la plus éclatante que nous avons pu décrocher au cours de cette année en dépit de la crise qui a amené le comité de normalisation. Pour cette année 2017, le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football compterait sur le pari. L'équipe est sur le point d'atteindre la phase terminale de sa mission. Nous avions une mission à 3 volets. Nous avons accompli le premier volet, le deuxième volet aussi vient d'être accompli. Nous avons doté notre football d'un document juridique. Maintenant, le troisième volet qui nous reste, c'est l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire élective du nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Donc c'est à cela que nous sommes attelés présentement pour que tout ce qui est dit comme délai et disposition dans les documents là soit respecté d'ici la fin de notre mandat. Le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football a jusqu'à la fin du mois de février à venir pour y arriver, et dans ses rangs, l'on se dit confiant. Cinéma, pour boucler ces faits marquants de la semaine, l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie a procédé jeudi au lancement de la fête du cinéma guinéen. Cette fête, qui aura effectivement lieu le 10 janvier prochain, marque la célébration des 50 ans d'existence du 7e art en Guinée. Au cours de cette rencontre, les pionniers du cinéma ont raconté l'histoire de l'industrie cinématographique et les perspectives. Saloum Kondé. Selon les spécialistes, le cinéma est l'art de réaliser un film. La Guinée a connu le 7e art avant l'accession à l'indépendance avec la réalisation du film Mouramani en 1952 par Mamadi Touré. Quelques années plus tard, l'industrie cinématographique a été nationalisée par le premier président après l'indépendance. À l'occasion du 50e du cinéma national, les pionniers se souviennent encore. En 1967, le premier décret est sorti pour essayer de vraiment nationaliser le cinéma. Donc nous sommes parmi les, je peux même dire, le premier pays de la sous-région à obtenir des salles nationales du cinéma. Donc de Kassa à Youmou, la première république s'est évertuée à faire des salles de cinéma dans les quartiers partout. Mais à l'avènement de la deuxième république, on a dit libéralisme économique. Des cadres véreux en ont profité pour brader nos édifices culturels, dont les salles de cinéma. Maintenant, l'État ne dispose d'aucune salle de cinéma. Et c'est le seul pays au monde où c'est comme ça aussi. Les salles cinématographiques ont été libéralisées certes, mais ils ont continué à apporter un plus à l'économie nationale, se rappelle encore l'honorable Lansine Sissé. C'est-à-dire que les salles étaient en location avec les privés. Et ce qui faisait que les recettes sur la base des billets que le spectateur prenait, tout le monde avait son compte. La distribution avait tout de suite son compte. On allait louer les films. Mais au niveau de l'exploitation, quand il s'agit d'une salle de l'État, les 65% partaient directement à la banque comme frais de location de la salle. Les 35% c'était pour le privé qui nourrissait sa famille avec ça. Ça permet au cinéma de financer le cinéma. De nos jours, ce sont les amateurs qui se sont lancés dans la réalisation des films sans formation préalable, révèle le constat des spécialistes. Pour le directeur national de l'ONASIG, cette nouvelle génération de cinéastes a besoin d'un perfectionnement. Ils ont des idées incroyables, mais comment agencer ces idées et les filmer, qui est un problème. Donc le problème c'est au niveau de la formation, parce que la technologie cinématographique évolue beaucoup plus vite que l'intelligence humaine qui crée cette technologie-là et qui met à la disposition des cinéastes. Donc on a besoin de perpétuellement se perfectionner au niveau de la formation. Selon le directeur de l'Office national du cinéma, il faut des moyens nécessaires pour relancer le cinéma guinéen.
Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. C'était tout au compte des faits marquants de cette semaine qui s'achève. À dimanche prochain pour d'autres faits qui marqueront cette semaine qui s'annonce. Au revoir.